Bonjour à tous, enchantée. Moi, je suis Lorraine Gouin, je suis responsable du programme Solidatech, dont je vais vous parler dans un instant. Et aujourd'hui, je suis bien entourée de deux collaborateurs de chez Advance, à savoir Léonard. Bonjour Léonard. Eh bien, bonjour. Et Merci de bonjour l'invitation. Giulio. Bonjour Lorraine. Je vais garder la parole quelques instants pour des aspects très pratico-pratiques concernant le webinaire. Je vais également vous présenter brièvement en quoi consiste le programme Solidatech. Et puis rapidement, je vais passer la main à Giulio puis Léonard qui vont faire le gros du travail aujourd'hui. Euh, je vous informe que ce webinaire est enregistré. Donc, on mettra à votre disposition sur la fin de semaine le replay, l'enregistrement de cette session. Et par ailleurs, Léonard vous mettra aussi à disposition le support de présentation qu'il va utiliser. Donc, on aura l'occasion de le redire dans quelques instants pour ceux qui arriveront en cours de route, parce que c'est une info importante. Mais voilà, sachez que vous aurez tout à disposition pour revenir aussi sur cette session qui potentiellement va être un peu les bonnes nouvelles, mais riche en informations, un peu dense et où ça peut valoir le coup d'y revenir à tête reposée. Cela étant dit, je vais partager mon écran pour quelques instants. Normalement, c'est bon. Si, ouais, je vois des hochements de tête, c'est que c'est bon. Et donc, vous présenter Solidatech, qui est en fait un programme de solidarité numérique qui accompagne les associations à leur transition numérique depuis 2008. On est en l'occurrence porté par une coopérative d'insertion qui s'appelle Atelier du Bocage, qui est située dans les Deux-Sèvres et qui fait partie du mouvement Emmaüs, qui a plein d'activités, mais dont le cœur de métier, on va dire, c'est plutôt tout ce qui concerne la collecte et le réemploi de matériel informatique et de smartphones. Et pour ceux parmi vous à qui ça parlerait, on fait partie aussi d'un gros réseau international de solidarité numérique qui s'appelle TechSoup. Donc, nos bénéficiaires qui se comptent au nombre de plus de 45 000 désormais sont essentiellement des associations, mais on retrouve aussi quelques autres statuts, comme notamment les fondations RUP et les fonds de dotation, avec vraiment tout profil en termes de secteur d'activité, de budget, des assos bénévoles, employeuses, avec des centaines de salariés. On a un petit peu tout parmi nos bénéficiaires. Concrètement, comment est-ce qu'on aide ces structures en matière de numérique? Eh bien, essentiellement de trois façons. La première, c'est en leur permettant de faire des économies sur tout ce qui concerne les équipements numériques, donc logiciels comme matériels. On les accompagne également à monter en compétences sur les sujets du numérique, j'y reviendrai dans un instant. Et puis, on coproduit aussi, on diffuse des savoirs sur la transition numérique des associations de pas mal de manières, mais là j'ai envie de vous en parler d'une en plus en particulier, puisque c'est d'actualité. Dans moins d'un mois, on sortira les résultats d'une grosse étude qu'on fait tous les 3 ans avec l'association Recherche et Solidarité, qui s'appelle La place du numérique dans le projet associatif et qui est très riche en enseignements sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à notre webinaire du 4 novembre à cette occasion. C'est sur notre page agenda. Un aperçu très global des logiciels que l'on propose à tarif réduit, donc en essayant de couvrir un petit peu tous les besoins qu'une association peut rencontrer, de la création graphique à l'outil de compta en passant par un antivirus, avec des solutions aussi bien françaises comme AssoConnect, Initia, NetExplorer, etc., que des grands noms internationaux que vous connaissez sûrement comme Microsoft ou Adobe. Et puis en matière de matériel, c'est aussi assez varié puisqu'on a une grosse offre de matériel reconditionné, essentiellement par nos propres collègues en insertion au sein des ateliers du bocage, mais également sur la partie Apple par notre partenaire français Ocamac. Et puis on a une partie aussi de matériel neuf grâce à nos partenariats avec Cisco et Dell. Un aperçu de tout l'accompagnement qu'on peut proposer. D'une part, il y a plein de ressources qu'on met à votre dispo en toute autonomie. C'est le cas avec des articles de notre centre de ressources, avec nos newsletters, avec nos recommandations de prestataires numériques, des webinaires comme celui-ci, et aussi un super outil qui est à disposition gratuitement, notre autodiagnostic numérique, qui est top et qui permet, en répondant à 7 piliers différents, plein de questions, de faire le point sur sa maturité numérique et sur les enjeux prioritaires à mener sur le sujet au sein de son asso. Et puis par ailleurs, pour aller plus loin et de manière plus personnalisée, on a notre équipe support qui vous répond par mail, qui vous rappelle si besoin. On est organisme de formation certifié Calliope
et on met en place régulièrement des promotions qu'on accompagne gratuitement au long cours sur 5 6 mois. C'est le cas, par exemple, pareil, sujet d'actualité, puisque c'est le cas demain à Angoulême, où on lance un accompagnement sur les enjeux liés au bénévolat et au numérique. Et puis, je termine sur ces quelques chiffres clés. On va pas détailler chacun, mais ouais, sachez que, en tout cas, comme je vous le disais, 45 000 assos d'ores et déjà bénéficiaires. Et si ça n'est pas encore votre cas, on sera ravis de vous accueillir dès demain. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, car je vois qu'il y en a, déjà bienvenue. Et aussi, je répète l'essentiel, à savoir que ce webinaire est enregistré, que le replay sera à votre disposition dans notre centre de ressources. Vous recevrez le lien par mail également d'ici la fin de la semaine et que le support de présentation aussi sera mis à votre disposition. Je sais qu'en termes de prise de notes, notamment, ça change un peu la donne, donc c'est bon à savoir. Par ailleurs, dernier point pratico-pratique, c'est que je vous invite à passer par la fonctionnalité Q&R, questions et réponses. Si vous avez des questions à poser à Léonard, n'hésitez pas à mettre un petit peu de contexte parce qu'en fait, on va prendre ces questions sur la fin du webinaire, sur les 15-20 dernières minutes. Donc, un petit peu de contexte, la fonctionnalité Q&R. Et je vois qu'alors que vous êtes nombreux, je n'ai pas un seul message dans le chat qui dit bonjour. Alors, soit vous boudez tous, ce qui m'étonnerait, soit je vais voir en parallèle, voilà, pour que tout le monde, c'est le cas désormais, puisse se signaler dans le chat. Et ça peut être l'occasion, là par ailleurs, de faire des retours. Ben voilà, il suffisait de demander. Tout d'un coup, Christelle, Vincent et compagnie se signalent. Merci à vous. Et donc, QR pour les questions et réponses et le chat pour des retours d'expérience que vous trouveriez sympa de partager avec les autres associations, des conseils complémentaires à ceux que Léonard pourrait partager, etc. Voilà, n'hésitez pas. Sur ce, Giulio, je te passe la parole. Eh bien, merci Lorraine, merci pour ce mot d'introduction et merci à toutes les participantes et participants à ce webinaire. Effectivement, je vais prendre quelques minutes pour vous parler de Cyber for Good, Solidatech étant un partenaire historique de ce programme qui permet depuis 3 ans de protéger, accompagner les acteurs qui font tourner notre démocratie et donc évidemment tous les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations, les coopératives, les entreprises sociales et qui sont souvent en première ligne, qui ont de besoins d'outillage, notamment dans la protection de leurs données et donc des leurs bénéficiaires, de leurs bénévoles, de leurs salariés et qui sont souvent peut-être les moins bien outillés. Et là où la ligne budgétaire de la cybersécurité et de la protection n'est pas évidemment la première, on essaye d'intervenir pour vous accompagner au mieux pour vous donner les bonnes informations, les bons outils pour mieux vous protéger. Si aujourd'hui on a organisé avec Solidatech un webinaire sur l'intelligence artificielle, on vous annonce dès aujourd'hui qu'à partir du 3 novembre, on va lancer une nouvelle plateforme, cyberforgood.org, qui vous permettra de vous inscrire à une académie qui va durer 5 mois à partir de janvier. C'est 5 heures, un webinaire par mois pour éviter de vous solliciter trop, mais qui vous permettra de apprendre et avoir toutes les bonnes informations sur une meilleure hygiène numérique, du choix de mot de passe, un VPN, ou mieux explorer aussi les enjeux liés à l'intelligence artificielle, ou avec nos conseillers juridiques sur tous les sujets liés à la RGPD. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un parcours en ligne de 5 mois et qui va se terminer avec un bootcamp, donc une journée en présentiel à Paris pour échanger et vous faire accompagner par nos experts cyber de chez Advance. On va également vous proposer des accompagnements pro bono. Il y aura une partie du site dédiée à de demandes en cyber en pro bono. Donc, je vous partagerai via mail, grâce à Solidatech, ces informations le 3 novembre. Et je vous laisse entre les mains de Léonard Kitt, donc, qui est notre expert en cybersécurité et intelligence artificielle. Merci pour votre écoute. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez la présentation? C'est essentiel quand même. Oui,
Eh bien, ça veut dire que tout va bien. Merci à tous de participer à ce webinaire. L'idée principalement, c'est de vous présenter l'IA en général, les agents conversationnels en particulier, et notamment ChatGPT et ses équivalents. Et donc aujourd'hui, on va surtout parler d'usage, d'utilisation de ce type d'agent IA. Et donc, on va vraiment aujourd'hui essayer de brosser quelque chose d'assez large, mais je vais essayer d'être surtout le plus vulgarisateur possible, tout en vous proposant un contenu dans le support qui est présenté ici, assez complet. Donc, n'ayez pas peur. Vous aurez la possibilité effectivement de retrouver ce support à l'occasion, puisqu'on va vous le partager. Et donc, l'idée du support, c'est surtout de vous en servir de pense-bête à l'avenir, si vous avez l'occasion de vouloir récupérer de l'information à l'intérieur. Tout d'abord, pour me présenter, donc moi je suis Léonard Kitt, je suis responsable d'une offre qui s'appelle Sécurité de l'IA pour la société Advance. Et je suis également membre d'un groupe de travail qui s'appelle le groupe de travail Intelligence Artificielle pour l'association qui s'appelle ADIRA, et donc c'est l'association de la direction informatique de Rhône-Alpes, puisque je suis lyonnais. Et donc également consultant cybersécurité depuis 25 ans. Ce qu'on vous propose également pour un petit peu cadrer cette présentation, c'est un petit sondage pour savoir un petit peu quels sont les usages que vous avez aujourd'hui autour d'agents conversationnels comme ChatGPT. Donc, juste savoir si vous avez déjà utilisé ce genre d'outils dans votre quotidien. Donc, n'hésitez pas à nous le dire dans ce sondage. Je ne sais pas s'il a été lancé. Tout à fait. Parfait. Et donc, l'idée, c'est de savoir si vous avez déjà utilisé ce genre d'outil, que ce soit à la maison ou même dans le cadre professionnel. N'hésitez pas à nous l'indiquer. Dans cette présentation, idéalement, avoir un peu, alors je vais dire jouer, ou en tout cas utiliser des outils comme ChatGPT, c'est mieux parce que ça vous permet de mieux appréhender les notions, mais c'est pas non plus indispensable. Et encore une fois, l'idée, c'est que si vous l'utilisez après cette présentation, ben, ça va vous dire, ah oui, c'est ce qu'a dit le monsieur lors de son webinaire. Donc, pour ce webinaire, on va surtout présenter des éléments autour de ce qu'est l'IA assez rapidement. On va aussi un peu expliquer assez rapidement comment fonctionne un agent conversationnel comme ChatGPT. Et puis, on va présenter également tout ce qui est autour des risques, autour de l'usage de ces intelligences artificielles. Mais quand même, l'idée de cette présentation, c'est de savoir comment bien utiliser dans votre quotidien ce type d'outils pour les assureurs et savoir si ça peut vous être utile. Alors, je pense que oui, mais l'idée, c'est de vous en convaincre. Léonard, tu as à peu près 90%, là je vous ai partagé les résultats, Mm. 90% des gens qui ont utilisé déjà un agent conversationnel, que ce soit dans leur côté pro ou Mm. perso, et voire même 65% dans les deux cas. Oui, d'accord. Parfait. Donc, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? S'il faut en retenir quelque chose de vraiment général, l'intelligence artificielle est un programme autonome qui permet de faire des actions qui ressemblent à des actions qui seraient menées par un humain. Donc ça peut faire des prédictions, ça peut générer du contenu, ça peut faire des recommandations, ça peut même prendre des décisions. Et l'intelligence artificielle, euh, l'idée de cette intelligence artificielle, c'est vraiment de pouvoir faire de l'assistance en autonomie auprès des utilisateurs. Maintenant, ce qui est arrivé récemment, notamment en 2023, c'est l'explosion de l'intelligence artificielle générative. Donc, l'idée de cette intelligence artificielle générative, c'est de pouvoir créer du contenu selon différentes requêtes de l'utilisateur, comme rédiger un email, etc. Si on doit comprendre fondamentalement la différence entre les différents types de programmes qui existent, l'intelligence artificielle générative va s'appuyer sur un apprentissage, sur une quantité assez astronomique d'informations pour générer quelque chose d'original, comme la définition ou l'image d'un chien, si on prend la problématique de définir ce qu'est un chien, et qui fait la différence avec ce qu'on appelait auparavant les intelligences artificielles prédictives, où on fournit une grande quantité d'images
d'animaux auprès de l'intelligence artificielle et on lui présente une nouvelle image. Il doit dire si cet animal est un chien ou non. D'ailleurs, la petite photo que vous voyez en haut à droite, ça n'est pas un vrai chien. C'est une image générée parfaitement par une IA générative. Alors, pour cette présentation, on va vraiment se concentrer principalement sur les agents conversationnels. Pour la démonstration, moi, je vais m'appuyer plutôt sur Claude pour les démonstrations, mais ça peut être valable effectivement sur d'autres agents conversationnels comme Mistral, comme ChatGPT, comme beaucoup d'autres. Mais globalement, l'idée aujourd'hui, c'est de se concentrer sur les agents conversationnels. Mais du coup, comment ça marche? Eh bien, pour savoir comment ça marche, déjà, qu'est-ce que c'est? Un agent conversationnel, en fait, s'appuie sur ce qu'on appelle un réseau de neurones artificiels. Pour permettre à ce réseau de neurones de remplir son office, l'idée, c'est de lui faire une phase d'apprentissage avec une quantité astronomique d'informations en entrée, et ensuite, on supervise l'apprentissage par des ingénieurs, des chercheurs, mais en tout cas par des humains. Aujourd'hui, en tout cas, c'est le cas. Et donc, cette manière de lui faire apprendre va lui permettre de répondre aux requêtes des utilisateurs de ces services. Et surtout, l'idée principale des agents conversationnels, c'est de pouvoir répondre de manière la plus naturelle possible en devinant le prochain mot à partir d'un contexte qui est la requête, évidemment, et toute autre information qui serait utile pour deviner ce prochain mot. Donc, c'est vraiment le principe de base. D'ailleurs, si vous voulez vraiment comprendre intuitivement, ben, dans le chat, est-ce que vous pouvez deviner le prochain mot qui est juste après bienvenue au. Est-ce que vous pouvez deviner quel est le prochain mot? Bon, là, vous avez très peu de contexte, évidemment. Certains sont très bons. Vous ferez de très bons agents conversationnels. C'est effectivement un webinaire. Parfait. Et si je vous demande, dédié à l'intelligence, quel est le mot suivant, d'après vous? Quel est le mot qui suit dédié à l'intelligence? Oui, c'est un tout petit peu plus simple parce que vous voyez qu'en ayant bienvenue au webinaire dédié à l'intelligence, bon, on sait très bien que le prochain mot est artificiel. Et après, on peut faire évidemment du neuf. Et là, pareil, vous pouvez essayer de deviner le prochain mot. Mais ce que vous venez de faire, c'est exactement intuitivement ce que fait un agent conversationnel. Il va prendre en compte le contexte, il va prendre en compte ce qui lui est présenté comme contexte et deviner à chaque fois le prochain mot. Et les nouveaux mots qu'il va rajouter dans cette conversation, ce sont des mots qui vont lui permettre de rajouter ce contexte-là pour deviner encore le prochain, le suivant, etc., etc., et de générer tout un texte à partir de votre requête. Donc, en fait, il ne va pas répondre à la question. Si vous voulez bien comprendre, il ne va pas répondre à votre question ou à votre requête. Il va considérer ce que vous lui rentrez dans son interface comme faisant partie d'un contexte. Et si c'est une question que vous lui posez, ben, en général, quand vous posez une question, on s'attend à une réponse. Il va naturellement répondre à une question. C'est comme ça que ça se passe. Alors après, vous savez qu'il y a beaucoup de cas d'usage, on en reviendra plus particulièrement après, mais ici, c'est une page que je vais vous présenter pour vous donner quelques idées éventuellement d'exemples d'utilisation des agents conversationnels. Mais de toute façon, on verra un peu plus tard qu'il y a des cas très particuliers qui peuvent être très utiles pour les associations. Mais du coup, voilà, l'idée, c'est de vous donner potentiellement quelques idées ici. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, vu que je vous ai présenté un petit peu auparavant, la manière dont l'agent conversationnel fonctionne, c'est que du coup, il faut plutôt être assez précis dans sa requête parce qu'il ne va pas comprendre au même sens qu'un humain comprend ce qu'on va lui demander. Donc, il faut travailler un petit peu plus dans la manière de présenter sa requête pour que l'agent puisse vous répondre de manière la plus naturelle possible. Mais avant de vous présenter un peu toutes ces astuces, on va tout de même se focaliser sur une première chose, puisque je suis expert en cybersécurité, donc on va parler de risques, évidemment. On va présenter d'ailleurs un nouveau sondage pour vous poser la question,
il y a plusieurs risques à vous présenter dans ce sondage. Et du coup, est-ce que parmi ces risques, il y en a que vous craignez plus que d'autres liés à l'usage de l'intelligence artificielle? On va présenter dans ce webinaire 5 risques que je vous ai entourés en orange. On peut en aborder bien, bien d'autres, mais nous n'avons malheureusement qu'une heure aujourd'hui. Mais comme je voulais focaliser sur les aspects de l'usage de l'intelligence artificielle et pas de la création ou de fabrication de systèmes d'intelligence, et surtout sur les aspects de cybersécurité, j'ai préféré me concentrer sur ces 5 risques. Mais si vous avez des questions sur d'autres risques, vous pourrez les poser évidemment dans la section de questions-réponses. Donc, vous avez les risques d'hallucination, on présentera tout ça après, les biais liés aux réponses de l'IA, les fuites de données confidentielles, la génération de contenu dangereux et l'utilisation illégale. Et puis évidemment, il y a d'autres risques comme l'imputabilité et la responsabilité de ce qu'on en fait des réponses de l'agent, les risques environnementaux. Hein, je pense que vous êtes plutôt conscient des débats qu'il y a sur le fait d'utiliser l'intelligence artificielle au niveau consommation énergétique et consommation de ressources. Et puis, il y a des questions aussi de droit d'auteur, notamment liées aux intelligences artificielles qui génèrent des images, par exemple, ou des vidéos. Non, c'est les vidéos qui commencent à beaucoup se développer aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si on peut avoir les Merci pour réponses. votre participation au Ouais. sondage. Oui, tout à fait. Et j'annonce que nous avons un grand gagnant, à savoir la fuite de données privées et Ah, confidentielles, qui est amplement devant les autres risques identifiés par nos participants aujourd'hui. Donc, à hauteur de 67%, c'est la fuite de données qui ressort. on pourra en parler évidemment dans les prochaines minutes. Alors d'abord, vous avez certainement entendu parler de la notion d'hallucination. En fait, la notion d'hallucination, c'est quand un agent d'IA présente un résultat qui est pas correct, qui n'est pas vrai, au sens vraiment profond du terme, tout en étant le plus convaincant possible, de manière naturelle. Il vous dit des choses et en fait, cette IA vous présenter des choses qui sont parfaitement fausses. Et il y a différentes raisons pour lesquelles une IA peut halluciner. Je vous en ai présenté quelques exemples ici, mais c'est le dernier que je voudrais vraiment focaliser, c'est que dans la manière dont l'IA apprend, au travers de la méthode d'apprentissage qui est utilisée, en général, un agent doit satisfaire l'utilisateur. Donc, en général, il a un peu de mal à dire je ne sais pas. Il a même beaucoup de mal à dire je ne sais pas. Donc, il a tendance à vouloir répondre, même s'il ne sait pas. Euh, et donc, il y a vraiment cet aspect qui est assez important du fait que l'intelligence artificielle veut apporter une réponse à son utilisateur. Ici, vous avez à droite un exemple plutôt lié à des calculs mathématiques. Alors, tout est bon, vraiment, il a vraiment bon quasiment jusqu'au bout, sauf malheureusement la toute dernière phrase où bah, il se plante malheureusement 5257. Ça n'est pas divisible par 11 ni par 477. C'est un peu dommage hein, d'avoir quasiment tout le temps raison, mais malheureusement pas lors de la dernière phrase. Donc, l'hallucination, c'est ça, c'est présenter des choses qui sont fausses dans un ton convaincant, comme s'il disait oui, c'est ça, c'est la réponse, c'est la bonne réponse que je vous présente, alors que c'est parfaitement faux. Et c'est ça qui est très dangereux, c'est que du coup, si on ne maîtrise pas le domaine dans lequel on pose une question, on pose une requête, eh bien, on peut avoir un peu trop confiance à la réponse donnée par l'agent conversationnel. Et donc, on peut malheureusement utiliser cette information dans son milieu professionnel, par exemple, alors que c'est parfaitement faux. Donc, pour limiter ces risques, il y a plusieurs méthodes. L'idée principalement, c'est de s'assurer de vérifier les réponses qui sont notamment les plus surprenantes. Si vous voyez une réponse où vous dites, c'est bizarre quand même, j'ai appris un truc là, et bien vérifiez si c'est tout simplement pas faux quand ça vous surprend. Et puis, vous pouvez même demander à l'agent IA de simplement dire, est-ce que tu es sûr de ce que tu viens de répondre? Est-ce que tu peux revérifier s'il n'y a pas quelque chose de faux dans ce que tu viens de dire? Et parfois, il répond sincèrement que, ah oui, effectivement, je me suis trompé là. Du coup, je corrige ma réponse. Parce que c'est une conversation, finalement. Hein. Quand on fait une conversation avec l'IA, c'est exactement faire comme une conversation avec une personne. On peut également demander à détailler son raisonnement. On peut aller chercher soi-même les réponses aux réponses données par l'agent
Et puis, on peut aussi rendre moins complexe la requête qu'on lui demande, parce que parfois, effectivement, quand la requête est compliquée, il a plus tendance à halluciner. Donc, on peut découper sa requête en tâches plus simples pour permettre à l'IA de moins halluciner. Donc, il y a plein de manières possibles, mais l'idée, c'est principalement de toujours vérifier que la réponse est vraie. Donc, vraiment, soyez prudent par rapport à ce que dit et répond un agent conversationnel. L'autre risque, c'est tout ce qui est autour des biais. Un biais cognitif, c'est effectivement la manifestation de préjugés, de stéréotypes ou de discrimination. Et malheureusement, comme les données qui servent à l'apprentissage d'un agent IA, c'est des données provenant notamment d'Internet, d'ouvrages, etc., les biais de notre société se reflètent dans cet apprentissage et donc notamment dans les réponses qui sont données par les agents IA. Il faut savoir du coup que globalement, les fabricants d'agents conversationnels, ils tentent de ce qu'on appelle débiaiser. C'est de corriger ces biais dans ces réponses. Et donc, ils tentent de faire vraiment beaucoup de tentatives de débiaiser, mais c'est quand même très, très difficile. Et notamment, ces sources de biais font que, il y a beaucoup, beaucoup de problématiques là-dessus. Sur la droite, vous voyez une illustration d'ailleurs où j'ai demandé à un agent conversationnel de générer une blague avec 5 personnages qui travaillent dans différents secteurs. Donc ici, la santé, l'informatique, le bâtiment, le secteur du luxe et dans l'éducation. Et il faut qu'il me donne les prénoms pour raconter cette histoire. Et bien finalement, alors pour l'informatique, j'ai plutôt débiaisé les développeurs, programmeuses, on peut avoir une mixité au niveau du genre du personnage. Par contre, si on rentre dans le secteur du luxe ou même dans le côté santé, l'infirmier, c'est souvent une infirmière, le médecin, c'est souvent un homme, et côté luxe, c'est quasiment à 90% une femme. Donc, il y a encore, voilà, ce côté un peu biaisé qui existe encore dans les agents IA. Donc, il faut être conscient de ça, conscient de ce risque et faire attention à la manière dont ça peut se manifester dans les réponses données par l'agent. Du coup, pour limiter cela, on peut directement demander à l'agent, dans sa requête, d'éviter les biais et d'être ouvert d'esprit. C'est quelque chose qui peut être directement intégré. D'ailleurs, je vous ai mis un exemple d'instruction. Oui, directement mettre dans votre requête pour limiter le risque de biais. Ça ne le limite pas à 100%, mais en tout cas, ça permet d'en limiter les effets. Et puis, bien sûr, l'idée, c'est de même vérifier dans sa requête, parce que la langue française, on a, par exemple, un genre. Hein, on a le féminin et le masculin, et même dans sa requête, parfois, on genre sans faire exprès. Donc, relisez votre requête, vérifiez qu'il n'y a pas d'ores et déjà un biais à l'intérieur, parce que de temps en temps, on a tendance à avoir ces biais. Et même en langue française, il y a des mots qui n'existent pas au féminin ou inversement qui n'existent pas au masculin. Donc, il faut tenter de corriger dans sa propre requête pour éviter que l'IA surinterprète notamment votre requête. Et puis, évidemment, vous pouvez tout simplement continuer la conversation. On lui demande de corriger ses propres biais que vous avez remarqués dans sa réponse. Alors, vu que le sondage concerne les fuites de données confidentielles, on va un tout petit peu s'arrêter là-dessus. Évidemment, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que, tout ce que je vais dire auprès d'un agent conversationnel, ça va se retrouver et être publié ou être fuité sur Internet et donc être utilisé notamment dans l'apprentissage des futures versions des modèles d'IA? Alors, probablement oui, parce que si vous regardez les conditions d'utilisation de certains agents, il est indiqué que vos données de conversation, les données de requête, peuvent être utilisées pour l'apprentissage de ces intelligences artificielles. Alors, Grok, qui est l'agent lié à Twitter qui est un exemple d'agent, vous voyez qu'en bas, malheureusement, il y a une violation majeure de la vie privée puisqu'il y a eu plus de 370 000 conversations qui se sont retrouvées sur les moteurs de recherche, donc directement sur Internet. On pouvait directement taper dans Google et récupérer le contenu de ces conversations. Donc encore une fois, il y a des agents qui sont plus ou moins sûrs en termes de risque et surtout, vous-même, vous pouvez avoir la main sur la manière de pouvoir maîtriser les fuites de données confidentielles. Je vous ai donné ici quelques exemples de données, mais je pense que
vous avez d'ores et déjà vous-même une idée de quel type de données peuvent fuiter au travers de vos conversations. C'est assez important parce que j'entends souvent des anecdotes, voire même des proches qui me disent, oh, j'ai utilisé tel agent pour me faire un petit programme de santé adapté à ma condition physique ou à mes problèmes de santé. Donc en fait, il met quasiment son dossier médical en disant, je suis diabétique, j'ai telle chose, etc., j'ai tel âge, euh, etc., etc. On se retrouve quasiment avec tout son dossier médical qui est directement dans la conversation. Donc, vraiment, soyez attentifs par rapport à ça. Et du coup, comment faire pour éviter de fuiter ces données-là? Parce que vous pourriez me dire, ouais, mais le problème, c'est que pour que l'agent puisse me répondre de manière pertinente, il faudrait que je lui donne quand même quelques infos, quoi. Ça serait intéressant. Alors déjà, effectivement, la première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de donner cette information? Que la première méthode, c'est évidemment d'enlever toute information confidentielle qui ne serait pas utile pour la requête que vous demandez. Si vous pensez que c'est quand même pertinent, vous pouvez tenter soit de généraliser, donc plutôt de remplacer ces données-là par un groupement, une catégorie soit de personnes, soit d'organisations, soit d'entités. Vous pouvez approximer, au lieu de donner votre âge précis, vous pouvez dire je suis dans telle catégorie d'âge, c'est telle taille de ville, c'est telle taille d'entreprise à peu près. Donc vous approximez pour ne pas donner trop d'informations. Et puis de toute façon, vous avez le temps. Tant que vous n'avez pas envoyé la requête auprès de l'agent IA, ben, l'information n'est pas encore fuitée. Donc relisez la requête, vérifiez qu'il n'y a pas d'informations qui soient trop confidentielles et privées qui part dans l'agent voilà. Et dès que vous sentez que c'est bon, vous pouvez tout simplement taper sur Entrée et envoyer votre requête. Dernière chose, certains agents, notamment Mistral, je sais que Claude là aussi, euh, vous pouvez faire ce qu'on appelle une conversation éphémère. Et donc, cette conversation éphémère fait que la conversation est immédiatement effacée dès que vous avez fini la conversation avec l'agent. Donc, il a la possibilité de créer ce qu'on appelle des conversations éphémères. Et l'autre aspect, c'est que quand vous regardez les paramètres de certains agents, vous avez la possibilité de refuser d'améliorer l'IA. Donc, il faut enlever l'option. Et vous avez aussi la possibilité de supprimer l'historique des conversations au bout d'un certain temps. Donc, certains agents peuvent faire ça également. Encore une fois, si vous avez des questions, posez-les dans les questions-réponses et on répondra à ça en fin de webinaire. Alors, il y a les générations de contenu dangereux. Je vais moins m'éterniser parce que l'idée ici, c'est que oui, on peut générer potentiellement du contenu dangereux. L'IA peut générer du contenu dangereux. Donc, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de précautions, notamment sur les leaders d'agents conversationnels pour justement éviter ces problèmes-là. Donc, on en voit moins. Je vais surtout évoquer cela également pour les associations éventuellement qui voudraient proposer des services d'agents conversationnels auprès de leurs membres, auprès de bénéficiaires de l'association. Donc, vérifiez également que votre service d'IA que vous mettriez après à disposition traite de ces problématiques de génération de contenu dangereux. L'autre aspect, c'est effectivement, on pourrait utiliser les agents pour des actions illégales. Donc ici, je vous ai présenté quelques exemples. L'exemple le plus frappant dernièrement, c'est ce qu'on appelle générer du deepfake. Donc, qu'est-ce que le deepfake? C'est le fait de générer une image, du son ou une vidéo qui usurpe l'identité de quelqu'un. Donc l'idée, c'est de générer quelque chose sur le dos de quelqu'un qui fait quelque chose qui n'est absolument pas vrai. C'est quelque chose qui est complètement généré. Et pour vous dire, c'est tellement simple que aujourd'hui, on a des logiciels qui sont malheureusement parfaitement accessibles pour n'importe qui. Et donc là, j'ai fait une démo, comme je suis en cybersécurité, qu'on est dans le cybermois, on a préparé une petite vidéo pour présenter malheureusement la facilité de le faire. Et aujourd'hui, j'ai fait notamment ici l'usurpation de Thomas Pesquet, par exemple. Et en gros, voilà, en moins de 2 secondes, je peux prendre le visage de Thomas Pesquet, voilà, tout simplement. Je peux prendre le visage également de Leonardo DiCaprio, tout simplement. Donc vraiment, effectivement, aujourd'hui, des outils d'IA sont à disposition et peuvent être utilisés de manière illégale. Donc vraiment sensibiliser les membres et les bénéficiaires sur le fait que pour s'amuser, pas de problème.
voilà, ne l'utilisez pas de manière illégale. Et encore une fois, pour les associations qui sont plutôt là pour proposer des services d'IA et fabriquent des services d'IA euh, pour leurs membres ou leurs bénéficiaires, pareil, contrôlez bien que ça ne puisse pas, que votre service ne puisse pas être utilisé de manière illégale. Donc, du côté des utilisateurs, regardez bien effectivement que ce que vous faites, simplement pas dangereux ou illégal. Si vous remarquez que malheureusement l'agent génère des choses qui ne vous conviennent pas, vous pouvez le signaler à l'éditeur pour bien indiquer qu'il y a un problème avec le chatbot. Si par contre vous avez, enfin si votre association va créer des services qui s'appuient sur des agents conversationnels. Voilà, mettez en place un système de modération, rappelez dans les conditions d'utilisation pardon, de vos services d'IA que vous ne pouvez pas autoriser à générer du contenu dangereux ou illégal. Et puis, il y a la possibilité de toute façon de ce qu'on appelle modérer ce que va générer l'agent conversationnel pour bloquer tout éventuel contenu dangereux ou illégal. Bon, j'espère ne pas trop vous avoir fait peur, sont maintenant à quelque chose de beaucoup plus pratico-pratique. Comment bien rédiger une requête? Alors, il y a la méthode simple et après, il y a la méthode que j'appelle complète. Donc, la méthode complète, c'est une méthode que vous allez utiliser beaucoup plus rarement pour des choses qui sont compliquées. Euh, Je vais vous présenter une formule qui doit vous permettre de rédiger une requête qui va marcher pour, on va dire, 80-90% des cas, avec une certaine satisfaction. Après, il faut continuer la conversation légèrement pour affiner la réponse de l'agent conversationnel. Mais l'idée, c'est de vous présenter vraiment euh, qu'est-ce que une bonne requête, on va dire. Déjà, une requête, c'est un texte qui va être présenté à l'entrée de l'agent et qui va lui permettre d'indiquer ce qui doit être généré en sortie. Évidemment, la requête peut contenir du texte. Après, je sais qu'aujourd'hui, et vous le savez aujourd'hui, que ce type d'agent peut avoir en entrée des fichiers, on peut lui joindre des images, on peut lui joindre pas mal de choses maintenant, mais en général, c'est un texte qu'on le présente en requête. Et l'ingénierie de requête, donc cette technique de trouver la bonne formule de requête, c'est des tentatives d'essai et d'erreur pour essayer de trouver le résultat le plus satisfaisant possible par rapport à une demande faite à l'agent conversationnel. Donc, quand on parle d'ingénierie de requête, c'est vraiment de peaufiner la requête pour que ça réponde de manière satisfaisante. C'est vraiment ça, l'ingénierie de requête. Pourquoi c'est important? Parce que si vous dites à l'agent conversationnel, donne-moi quelque chose, oui, il va vous donner quelque chose, mais c'est probablement pas ce que vous attendez. Alors que si vous dites, j'ai soif, donne-moi une bouteille d'eau fraîche, normalement, l'agent conversationnel va vous donner une bouteille d'eau fraîche. Bon, en tout cas, une image d'une bouteille d'eau fraîche. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça. C'est donner un contexte et donner beaucoup plus de précision dans sa requête pour que l'agent conversationnel puisse bien vous répondre. Parce qu'en général, pour construire une bonne requête, on va se contenter que de l'instruction ou de la demande. C'est-à-dire qu'on va simplement lui poser la question et c'est tout. Ce qui, en général, n'est pas suffisant. Si on regarde ici, par exemple, l'instruction simple d'une question qui est c'est quoi une nation de loi 1901, dans ce cas-là, ça peut être suffisant parce que peut-être que vous posez simplement la question de qu'est-ce qu'une nation de loi 1901, quelle est sa définition, ça pourrait suffire. Mais en général, quand vous posez une question à un agent conversationnel, l'idée, c'est pas de faire du Google. L'idée, c'est d'y aller un peu plus loin que ça. Surtout, encore une fois, on prend en compte les consommations énergétiques de ce type d'agent conversationnel. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'ajouter du contexte, donc tout ce qui est le pourquoi vous faites la requête, de qui va bénéficier de la requête et de la réponse, et les objectifs et les enjeux. Donc, vraiment, l'idée, c'est de rajouter ce contexte-là et surtout aussi d'indiquer sous quelle forme l'agent doit répondre. Donc, notamment, est-ce que c'est un tableau? Est-ce qu'une liste à puces? Est-ce que c'est un résumé? Est-ce que c'est un texte de moins de temps de mots? Etc., etc. Plus vous êtes précis dans le format et dans le contexte, ça va vous satisfaire à 80% du temps. Vraiment. Rien qu'avec ces deux petits ajouts en plus par rapport à la requête, vous avez des réponses extrêmement satisfaisantes.
Après, si vous avez des requêtes plus compliquées, il faut rajouter le ton. Vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un rôle ou un personnage, c'est-à-dire que vous donnez une identité à l'agent conversationnel. Et du coup, il va prendre ce rôle et du coup, peut prendre une sorte d'expertise et être plus précis dans la réponse et être plus pertinent dans la réponse. Et puis surtout, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est quand vous donnez un exemple. Typiquement, si vous dites je voudrais que tu me rédiges un communiqué de presse dans le ton de l'association et que vous lui dites voilà des exemples de communiqués qu'on a fait précédemment. Est-ce que tu peux t'inspirer de ces communiqués pour générer un nouveau communiqué sur ce sujet-là? Ça marche très, très bien. Il est très, très bon pour lui donner des exemples. Mais encore une fois, plutôt dans le cadre de requêtes plus complexes, parce que rédiger un communiqué de presse, c'est quand même un peu touchy, comme de la relation presse. C'est des requêtes qui sont un peu plus sensibles. Pour ce faire, je vais vous présenter quelques exemples. Alors, vous aurez le replay, je vais vous présenter assez vite, puisque encore une fois, on n'a qu'une heure ensemble. Mais l'idée, encore une fois, c'est de pouvoir vous donner quelques exemples et de vous montrer un petit peu la force des agents conversationnels. Et si vous voulez revoir l'instruction que je vous ai mis en exemple, vous pouvez le revoir en replay. Je vais faire des pauses dans la requête, parce que les requêtes peuvent être parfois un peu longues. Donc, le premier cas, c'est d'abord une aide à créer un dossier, une réponse, sous la forme d'un dossier de demande de subvention. Donc, vous n'êtes pas obligé de mettre les petits drapeaux devant les sections. Ça, c'est juste pour que vous voyez bien comment est découpée la requête, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. Et donc, l'idée ici, c'est que j'ai simulé un responsable d'une entreprise sociale et solidaire qui recycle des appareils électroniques pour les offrir aux plus pauvres et lutter contre la fracture sociale et la fracture numérique. Et donc, l'idée ici, c'est qu'il y a une demande de subvention, alors qui n'est plus valable aujourd'hui, hein, qui a expiré, mais l'idée, c'était de simplement copier-coller le texte de l'appel à subvention et de l'appel à projet, et de vraiment faire un copier-coller simple, donc là, c'est vraiment un copier-coller, et de dire, voilà, ta tâche, c'est de m'aider à rédiger un dossier de réponse à cet appel à projet, parce que je voudrais obtenir une subvention de 500 000 euros pour financer le recyclage et l'envoi de près de 1000 ordinateurs pour la Guyane française depuis la métropole. Donc, je vous laisse un petit peu prendre ces informations-là pour que vous voyez un peu cette requête. Et en fait, l'agent va tout simplement me poser des questions complémentaires parce qu'il dit, je n'ai pas assez d'informations. Est-ce que tu peux me dire quel est le nom de l'association? Combien il y a de personnes qui sont employées? Quel est ton budget? Est-ce que tu en as déjà fait des projets en Guyane? Quels sont l'historique et les projets similaires qu'a fait l'association? Donc, vous fournissez un petit peu ces informations-là de manière supplémentaire. Donc là, c'est purement fictif, hein, donc j'ai donné des informations qui sont purement fictives. Et ensuite, il donne le plan et les éléments de réponse à mettre dans le dossier de réponse. Donc là, il vous aide à complètement rédiger le dossier. Alors, probablement pas de manière la plus complète, hein, ça ressemble plus à des éléments qui s'enchaînent les uns les autres, mais pour vous, je pense que ça fait gagner énormément de temps parce que ça permet de dire, est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, des arguments et des choses comme ça qui peuvent être intéressants. Et vous voyez, qui génère un texte vraiment complet sur la manière de faire. Il y a même la méthode projet, le timing, qu'est-ce qu'il faut faire par étape, les phases, les vagues de déploiement, qui peut bénéficier de ça. Et donc, vous avez tout les choses. Bon, le budget est probablement pas bon, donc il faudra retravailler ça, mais encore une fois, ça vous donne les items à penser dans, enfin, les thématiques à penser dans le budget. Et puis, dans l'appel à projet, il y avait des axes importants dans l'appel à projet. Et bien, il les reprend pour dire, ben voilà, nous, l'association, on répond aux trois axes de votre appel à projet. Les voici. Comment on y répond et comment on s'aligne avec les axes du projet. Voilà. Donc ça, c'est un premier exemple d'usage d'agents conversationnels. Le deuxième cas que vous pouvez aussi utiliser pour faire cela, c'est dans le cadre d'organisation d'une soirée, d'un événement qui est important pour l'association, et de vous aider un peu, vous trouver à la fois des idées, donc vous dire bah, quelles bonnes idées on pourrait faire pour que ça soit marquant, important. Et là, par exemple, c'était pour le cas des 20 ans d'existence de l'association, la même que je vous ai présenté précédemment. On va organiser une soirée et on lui demande donne-moi 5 idées d'activités qui peuvent être vraiment importantes et qui permettent aux membres et aux bénéficiaires, aux partenaires de se souvenir de cette soirée. Bien, il donne des activités. Alors moi, j'aime bien le mur des 10 000 histoires. C'est en gros, je lui ai dit,
dans le contexte qu'on a en fait aussi le 10 millième ordinateur recyclé et donné à une personne en situation de précarité. Et bien, l'idée, c'est de récolter auprès des bénéficiaires à peu près 10 000 histoires, c'est l'ambition, et de présenter ça à l'accueil, à l'entrée de l'événement pour pouvoir avoir la représentation de l'impact de l'association auprès des personnes qui vont participer à la soirée. Donc, il y a d'autres idées. Je vous les passe tranquillement. Vous aurez ça, de toute façon, en annexe de la présentation aussi, hein, pour que vous ayez une idée du résultat que ça peut donner. Et après, à la fin, quand il y a des idées qui vous plaisent, vous pouvez dire, oh, j'aime bien deux, trois idées comme le mur des histoires, le parcours immersif, la capsule temporelle, c'est pas mal. Tu peux m'aider à faire le planning et m'aider à concevoir le projet et les phases qui sera nécessaire pour que je puisse organiser la soirée. Et puis, il vous le donne. Simplement, il vous dit, bah voilà, il faut cadrer, préparer pendant 30 jours, puis vous dire collecter les témoignages, concevoir la scénographie, et vous donne des budgets estimatifs. Donc vraiment, encore une fois, ça ne va pas remplacer des experts dans la réalisation de ce type de projet qui peut être un peu compliqué. Par contre, ça vous fait un vrai pense-bête, ça vous permet d'avoir vraiment toutes les étapes, de ne rien oublier. Donc c'est vraiment très intéressant. Et la dernière démo, c'est une démo sur des stratégies, des réflexions sur une décision à prendre. Vous essayez d'obtenir le maximum d'arguments et de points importants à considérer pour prendre une décision qui peut être importante. Là, par exemple, c'est la même association basée à Paris et l'idée, c'est ils ont un budget pour pouvoir ouvrir de nouveaux lieux de recyclage et de distribution en France métropolitaine. Et donc, l'idée, c'est choisir les deux lieux qui seraient importants. Donc, il doit me faire 10 propositions de lieux en France et de me comparer les idées de lieux selon le fait que ce soit efficace pour lutter contre la fracture numérique, le coût d'exploiter ces nouveaux lieux et la capacité à augmenter le nombre de bénévoles. Parce qu'évidemment, il faut que ce soit des lieux pour lesquels je puisse recruter des bénévoles pour faire fonctionner ces nouveaux lieux. Qui présente des lieux, donc voilà, il donne un pourcentage aussi, je lui ai dit de me donner un pourcentage d'efficacité potentielle par rapport à ces villes-là. Encore une fois, c'est juste pour donner une idée, il faudra évidemment critiquer la réponse par rapport à cela. Et il me donne du coup deux villes, c'est Marseille et Lille. Pourquoi? Parce que si vous revenez un peu plus haut, vous voyez que normalement c'est Lyon qui était deuxième, mais tout simplement parce qu'il faut couvrir le sud et le nord. Et le nord, vraiment, Lille, c'est très au nord, et Marseille, c'est beaucoup plus au sud que Lyon. Donc Marseille est plus intéressant en combinant les deux villes. Donc, après, on peut argumenter, on peut, etc. Mais encore une fois, ça permet d'éviter, moi, ce que j'appelle la page blanche. C'est encore une fois assez important de parfois se faire aider pour une réflexion qui peut être un peu compliquée en termes de décision et de penser à tout, finalement, tous les critères, tout ce qui peut permettre de nous aider à décider. En termes d'outils IA qui peut être utile pour les associations, je voulais vous en proposer quelques-uns. Alors ici, je vous ai mis Claude, c'est celui que j'ai utilisé dans la démo. Bien sûr, Mistral, si vous êtes très sensible au côté souveraineté, vraiment l'idée de Mistral, c'est vraiment stable. Évidemment, Mistral le chat, c'est un outil qui peut être extrêmement utile. Moi, Claude, je l'utilise parce que il sait bien que ce soit une société américaine, enfin, c'est même, oui, c'est une société américaine, mais les personnes qui ont fondé Claude, c'est des anciens d'OpenAI qui sont partis pour des raisons éthiques. On dit que OpenAI, c'était pas du tout éthique, et donc ils ont créé Claude pour faire le contre-pied de ChatGPT et d'OpenAI. Et toutes les conditions d'utilisation, etc., étaient plutôt, voilà, plutôt éthiquement plus alignées avec mes valeurs. C'est pour ça que j'utilise plus Claude aujourd'hui. Mais bien évidemment, si vous êtes beaucoup plus du côté souveraineté, vous pouvez utiliser Mistral sans problème. Côté assistant de réunion, alors ceux qui utilisent déjà Microsoft 365, enfin, en tout cas toutes les solutions Microsoft ou Google de votre quotidien, vous avez évidemment les agents conversationnels qui sont liés à ces produits. Par contre, vous avez comme une solution française qui s'appelle Nuta, qui fait en gros les résumés de réunion, qui vous fait les transcriptions, qui vous fait les comptes rendus. Il fait vraiment beaucoup de choses. Il fait des traductions aussi. Et donc, il s'intègre aux outils collaboratifs, bah, d'ailleurs même de Microsoft ou de Google. Donc, Nuta, c'est une solution française, hébergée en France. Donc, je trouvais ça intéressant. Et en plus, qui a plutôt une bonne réputation. Donc, si vous cherchez un instant de réunion, encore une fois, plutôt français, Nuta est intéressant. Et après, c'est vrai que pas mal d'entreprises aujourd'hui utilisent Canva avec la possibilité de faire de création marketing derrière, où l'IA permet d'accompagner les organisations dans la génération de campagnes marketing, tout en restant, et ça, il faut être vigilant,
bien vigilant par rapport à la propriété intellectuelle de ce que vous créez au travers de ces outils de création de contenu multimédia. Et en conclusion, du coup, donc, restez bien en maîtrise de ce que vous faites avec l'agent conversationnel. Ça doit rester un assistant. Gardez bien la maîtrise de ce qui est produit par cet agent conversationnel, parce que maîtriser l'IA, c'est pour votre épanouissement, pas votre paresse. Et j'en ai fini. Mais quel mot de la fin. Merci beaucoup, Léonard, pour cette présentation très complète avec des exemples concrets, etc. C'est top. Je me suis moi noté dans un coin là, cet outil Nuta à aller creuser parce que, ma foi, c'est peut-être intéressant qu'on aille leur parler et qu'on voit s'ils veulent faire un geste pour les associations. Donc, je note, je note. Et puis, je vais passer sans plus attendre à te remonter quelques questions. Si j'essaye de prendre un échantillon un petit peu des différents temps forts de ta présentation, vers le début, quand tu étais sur la partie liée au risque, Alexia ou Émilie, par exemple, se questionnaient sur aussi l'impact environnemental, typiquement qui n'était peut-être pas proposé là dans les choix Mm. à cocher. Et Émilie, plus spécifiquement, qui se demandait si on avait des ressources officielles ou scientifiques à transmettre pour mieux connaître les impacts environnementaux des différentes IA. Bah, comme vous savez, je suis un expert plutôt cybersécurité. Donc, le côté éthique, je suis moi-même aussi en train de me former sur cet aspect-là. Par contre, effectivement, je m'intéresse à cette question puisqu'elle est très souvent posée. Et du coup, je sais que Mistral, par exemple, a publié il y a de cela moins de 2 mois leur rapport d'impact environnemental de leur solution, le chat, et de leur propre agent conversationnel. Et ça démontre bien qu'effectivement, c'est absolument pas négligeable. Euh, il faut être clair, aujourd'hui, effectivement, l'IA consomme énormément d'énergie. Des études scientifiques montrent qu'effectivement, notamment les leaders américains sont en train de faire un peu beaucoup, beaucoup trop la course à celui voilà, qui a le meilleur IA, sans trop se préoccuper de l'énergie que ça peut consommer et de savoir si ça vaut vraiment la chandelle de continuer à faire plutôt de la surexploitation de puissance, on va dire, et pas se demander si avec ce qu'on a déjà, on peut pas être plus efficace avec ce qu'on a aujourd'hui. Donc oui, il y a cet effet-là. Et depuis quelques temps, il semblerait que des études montrent aussi que ce qui consommait beaucoup d'énergie, c'était l'apprentissage d'une IA. Maintenant, avec la démocratisation de l'usage de l'IA, notamment dans nos smartphones, etc., il semblerait que même maintenant, l'utilisation commence à consommer pas mal aussi. Donc, on a encore peu de recul parce qu'il faut quand même trier au milieu de toutes ces études. Mais la tendance est quand même de dire que l'IA, effectivement, consomme quand même beaucoup d'énergie, et notamment les gros leaders américains. Et j'imagine que aussi sur ce côté source, sur le sujet, ça fera peut-être partie des ressources que dans le cadre de votre programme Cyber for Good, vous serez Mm. en mesure aussi de fournir, je pense. Donc, Yes, de tout à fait. l'intérêt de vous suivre aussi sur le programme plus globalement. Je continue avec notamment une question de Claire, et puis tu n'es pas la seule à soulever ces points de fiabilité, de sécurité. Est-ce que, il y a un agent conversationnel qui est plus sûr, fiable en termes de sécurité? Alors, typiquement, la question, pour tout te dire, a été posée avant que tu évoques notamment Claude. Est-ce que ça veut dire que tout simplement, pour ces raisons-là, tu recommandes surtout celui-ci? Ou est-ce que tu en as d'autres en tête qui sembleraient plus sûrs? Encore une fois, c'est par rapport à l'alignement éthique, mais oui, oui, moi je fais confiance à Claude. Mistral aussi, puisque c'est plus Ok. français slash européen. Maintenant, les autres, je peux pas dire qu'ils sont totalement mauvais non plus. Les vrais, enfin, Grok, j'ai comme, c'est pas aligné du tout avec mes valeurs, mais bon, ça peut être aligné avec d'autres. Donc, c'est plus une question, je pense, d'éthique et d'être à l'aise avec certains des agents conversationnels. Comme je vous l'ai dit, par exemple, si vous utilisez Google dans votre quotidien, utiliser Gemini, qui est l'intelligence artificielle de Google, ça change pas plus les problèmes de fuite d'informations, par exemple, parce que Oui, si on vous êtes fait déjà. attention en suivant tes conseils, justement, sur les prompts, etc. Ouais, Et, sur l'éthique en tout cas, ouais, moi je suis plus aligné avec Claude au niveau éthique. hmm, Maintenant, est-ce que derrière tout ça, voilà, est-ce qu'il n'y a pas plus de choses? Moi, je n'en sais rien parce que je suis pas allé chez Anthropic, qui est le créateur de Claude, pour savoir si tout ça est et vraiment. est-ce que au-delà, parce que du coup, donc il y a peut-être des solutions, là, comme tu le dis, qui sont plus ou moins
éthique ou fiable. Mais Adélien se demandait aussi, est-ce que ça fait des différences entre les versions payantes et gratuites de certaines solutions? Et si oui, lesquelles? Donc, oui, a priori, le fait d'utiliser un payant, ça limite plus les billets et les hallucinations, parce que vous utilisez les modèles les plus efficaces, on va dire. Donc, ça limite. Maintenant, c'est pas à 100%. Il faut quand même rester prudent, mais oui, ça limite plus Ok. du fait de payer. Euh, Je pense que la question d'Emmanuel, tu y as répondu sur la fin en exposant voilà, différents exemples de chatbots et ça va Et être d'agents, ouais. compliqué là dans le timing de venir vraiment dans le détail Mhm. des différences de chacun. Euh, sur peut-être deux questions très pratico-pratiques sur un peu les fonctionnalités. Est-ce que, d'une part, un agent peut créer un tableau ou un agenda sur Excel? Alors, oui, certains agents peuvent le faire, plutôt les payants. Les versions Ok. payantes peuvent le faire, mais oui, ils peuvent générer l'Excel. Certains génèrent même du code, faire des programmes, Mm. tout simplement. Mais c'est plutôt les versions payantes, même si les gratuites peuvent le faire, c'est un peu moins bon. Mais effectivement, là, je vous ai présenté les choses qui sont les plus rapides à mettre en œuvre, je pense, rapidement. Si on creuse, oui, on peut même faire des choses assez hallucinantes. Enfin, Mm. vraiment, ça peut vraiment faire des choses comme des présentations tout seul, des rapports, des rapports d'études tout seul. D'ailleurs, il y a des débats en université, hein, sur malheureusement certains chercheurs qui ont publié des études scientifiques et qui on s'est rendu compte que c'était complètement géré par l'IA parce qu'il y a des trucs complètement faux dedans. Donc, encore une fois, hein, chacun est responsable hein, de l'usage qu'on en fait de l'IA et je me répète, il faut que l'IA reste de l'épanouissement et pas soit la paresse, soit de Oui, la je machine pense à que fabriquer du contenu sans en raison. ça répond probablement en bonne partie à une question de Véran qui demandait comment limiter notre impact énergétique tout en utilisant l'IA. Bah, c'est entre autres en l'utilisant pas, si je puis dire, à tort et Systématiquement. à travers systématiquement. C'est déjà rien que ça une énorme étape. Exactement. L'idée, moi, ce que je dis souvent, j'utilise une méthode que j'ai appris récemment d'une chercheuse dans la région lyonnaise. Donc, je vais pas m'attribuer la paternité de ça. Moi, j'utilise une méthode pour ça. Si j'utilise une IA, j'investis dans l'utilisation de l'IA. C'est les trois C. Est-ce que c'est une tâche qui est chronophage? Est-ce que c'est une tâche qui est compliquée, c'est-à-dire vraiment quelque chose qui va nécessiter un petit peu voilà, de réflexion, finalement? Sinon, j'utilise un programme, hein. Si ça peut être fait par un programme, autant faire par un programme, ça coûte moins cher en énergie. Et troisièmement, est-ce que c'est quelque chose qui me pèse, qui me... Alors, il y a un terme moins poli avec un qui commence par C pour ça, mais en tout cas quelque chose qui ne me motive absolument pas, quoi. Quelque chose qui me fait perdre du temps, personnellement, parce que c'est pas quelque chose qui me motive. Si je réponds oui à ces trois questions, il faut probablement que j'utilise une IA pour ça. Comme ça, je me délaisse ces deux choses qui me sont coûteuses en temps, coûteuses en énergie, en motivation, et je pourrais me libérer pour faire d'autres choses beaucoup plus motivantes et beaucoup plus efficaces pour moi. C'est là, je pense que ça peut être moins grave de consommer un peu plus d'énergie pour ça. Ton avis sur deux solutions qui n'est pas du tout évident que tu connaisses, car une fois de plus, il en existe plein, donc tu n'hésites surtout pas à nous dire si on passe rapidement et que tu ne les connais pas spécialement. Mais il y a d'une part Alexandre qui serait intéressé de connaître ton avis en ce qui concerne Duck AI, moteur de recherche DuckDuckGo. Alors, moi, je ne le connais pas, donc je ne peux pas savoir. Il faut que je Bon, sache en fait ce qui est derrière DeckAI. Ce n'est pas un autre modèle comme OpenAI ou d'autres, parce que je sais que certains éditeurs disent c'est notre solution et en fait, quand on creuse, bah, en fait, c'est ChatGPT. Donc, DeckAI, je ne sais pas ok. savoir ce qu'il y a derrière. Par exemple, Pas sûr. Ceux qui utilisent Notion AI, c'est ChatGPT. Ok. Et dans la même lignée de questions, de la part de Ludivine, c'était un avis sur Perplexity. Ah, Perplexity. Je l'utilise. Euh, Très très bon pour faire de la recherche documentée et surtout de la recherche sur Internet. C'est vraiment très bon pour ça. Mais encore une fois, je l'utilise que quand c'est des requêtes très complexes et qui ne se contentent pas de nouveau de Google. Donc l'idée, c'est plutôt de faire de la recherche plus
pour apprendre des notions, pour découvrir des notions. Et moi, c'est surtout pour ma propre formation personnelle. J'utilise Perplexity pour ça, ouais. Ok, Et, bah, mais bon, bon à savoir, merci. Et pour finir de reboucler sur ces outils, grâce à Guillaume et Alexia qui nous font aussi leur retour dans le chat, apparemment, DuckAI, donc, qui est basé sur DuckDuckGo par défaut. On peut choisir le modèle, mais par défaut, derrière, c'est Mistral. Et Guillaume nous dit que c'est très bien en termes de ok, protection de données. Bien sûr, très bien. voilà, à vérifier, mais en tous les cas, c'est sympa aussi d'avoir vos retours en direct. Merci pour ça. Je vous propose que on prenne encore 5 minutes pour répondre à quelques questions. On ne pourra vraisemblablement pas répondre à tout, mais quelques minutes supplémentaires pour ceux qui ont le temps parmi vous. Néanmoins, vu qu'il est 15h30, je me doute que certains doivent partir. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation. Et je vous invite à surveiller vos emails dans lesquels vous recevrez probablement à la fin de la semaine les liens vers le support de présentation d'Eleonard et le replay. Et on continue encore vraiment quelques minutes, si ça vous va. Ça vous va, Léonard Moi, il n'y a pas de problème. J'ai un Très peu de temps. bien. Je ne risque pas de vous retenir trop longtemps. J'ai littéralement un train après, donc ça ne risque pas de trop déborder, promis. Le monde réel nous rattrape. Une question, à vrai dire, de Christelle qui est très intéressante, mais qui me paraît peut-être un peu compliquée à laquelle répondre en 1 minute ou 2. Ça serait de savoir quelles sont les étapes pour mettre en place une stratégie d'IA efficace en milieu associatif. Vaste question. Je pense qu'il faut commencer justement par poser aux membres de l'association les trois fameux critères que je vous ai posés. Est-ce qu'il y a des tâches dans l'association? Alors, typiquement, vraiment, les comptes rendus ou les tâches administratives, c'est souvent des choses que les associations perdent beaucoup de temps. Donc, il faut identifier ça, à mon avis, et savoir s'il y a une IA alignée avec vos valeurs, avec votre éthique, pour remplir ces tâches-là. Mais la première chose que je fais, c'est vous poser la question aux membres et faire potentiellement une réunion avec les membres pour dire, est-ce qu'il y a des tâches où on est d'accord que ça répond aux 3C? Ça consomme du temps, c'est complexe, c'est un peu compliqué, on ne peut pas le donner ça à un simple petit programme qu'on peut faire. Et surtout, voilà, c'est pas motivant. Ouais. S'il y a des tâches vraiment communes à toute l'association, c'est la bonne tâche à déléguer à une IA, parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui va bénéficier au plus grand nombre. Après, quand vous avez tout ça, oui, il y aura des réflexions sur d'autres usages, d'autres choses, puis vous aurez le temps, du coup, de Oui, pouvoir ça vous permet de habituer. prioriser. Ouais. Ouais, puis surtout, ça permet de s'habituer à l'IA. Parce qu'il faut aussi s'habituer à l'IA. Il faut s'habituer à l'utiliser, à bien l'utiliser. Et en fait, commencer par ça, ça permet aussi de s'habituer et du coup de mieux connaître d'autres outils et de mieux appréhender les autres outils. Donc, commencer comme ça, je pense, à mettre un ou deux, pas plus, mais même un, ça suffit déjà, sur des tâches de ce type-là. Et quand tu dis que ça permet de s'habituer à l'usage de l'IA, du coup, je rebondis sur une question d'un spectateur anonyme là, qui nous demande si c'est normal que les premières requêtes prennent du temps. J'en déduis Oui, que oui, oui, parce c'est même qu'il faut plutôt bon signe, du s'habituer. coup, peut-être. Oui, il faut s'habituer parce que ce n'est pas non plus une conversation comme avec un humain, en fait. Il y a une manière de présenter la chose. Et surtout, ce qui est assez étrange, c'est que plus on maîtrise la langue française notamment, mieux l'IA est efficace. Donc, bien maîtriser la langue française avec des mots très précis, avec la compréhension de la connotation qu'il y a derrière chaque terme, l'IA répond très très bien. En anglais, c'est pareil, mais en français, c'est d'autant plus vrai que nous, souvent on est une langue qui a beaucoup de sous-entendus en français. Hmm. De Donc, subtilité. les subtilités sont pas toujours faciles à faire comprendre à l'IA. Donc voilà. Et aux Mais humains non plus. aux humains non plus, mais à l'IA particulièrement aussi. Mais l'idée, encore une fois, c'est d'y aller par petits pas, de s'habituer, d'appréhender. Encore une fois, l'idée, on a l'impression que c'est la course. Non, vous avez encore le temps et prenez le temps. Super. Je continue avec deux questions qui se recoupent, notamment de Clémence, sur le côté à partir de quand vous nous recommandez de prendre un abonnement? Est-ce que vous nous conseillez de payer l'IA? En gros, cette notion de voilà, comment je sais en fait si je me contente, on va dire, d'une version gratuite ou s'il y a une vraie plus-value, un vrai intérêt à basculer sur du payant? La vraie plus-value, c'est encore une fois, si vous avez un besoin de tâches vraiment, vraiment complexes et que vous utilisez très souvent cet outil. Donc, en gros, vous basculez sur une version payante si vous l'utilisez très, très souvent. Là, ça vaut le coup.
Parce qu'en gros, la version gratuite, dans certains cas, c'est plutôt une limitation d'usage. C'est-à-dire que vous avez bien l'accès à toutes les fonctionnalités ou au dernier modèle. Vous n'avez juste pas la possibilité de faire une conversation trop longue ou de solliciter l'agent trop régulièrement, trop fréquemment. Donc, pareil, regardez bien l'outil qui vous convient en testant la version gratuite. Et s'il y en a Oui. un où vous commencez à vraiment vous dire, ah, celui-là, je l'utilise vraiment souvent parce ils mettent beaucoup, vous pouvez envisager de basculer à la version payante. Puis on se rend compte en général quand est-ce qu'on atteint les limites justement Oui, des versions qu'on utilise. tout à fait. Soit en passant, Christelle qui se demande si Nuta est payant pour les associations, à moins que tu aies la réponse. Mais en tout cas, moi, je Bah, n'en sais rien, mais je vais aller me renseigner. c'est payant, mais après, encore une fois, il y a deux niveaux de prix pour les organisations, on va dire professionnelles, je mets des guillemets, donc les associations voilà, qui peuvent avoir cette notion-là. Et donc, du coup, il faut potentiellement contacter Nuta pour, voilà, pour expliquer son association et peut-être qu'ils pourront vous faire un prix dans ce cas-là. Une question, et on va pas tarder à conclure ensuite, de Anne-Marie qui se demande pour les utilisateurs de l'environnement Office 365, est-ce qu'il y a intérêt à empêcher l'utilisation de tout IA en dehors de Copilot, parce que bah, justement, les risques de fuite de données, etc., ou est-ce que ça peut être compatible avec d'autres IA complémentaires à Copilot? Alors, Douche Advance, on utilise Copilot et on l'utilise dans le cadre du domaine pro. Maintenant, dans le cadre du domaine perso, on n'a pas Copilot, donc là, c'est compliqué à limiter. C'est-à-dire que les membres de l'association qui l'utilisent pour le perso, ils vont devoir utiliser d'autres agents éventuellement, même si Micro un peu partout, notamment sur les ordinateurs. Mais globalement, euh, oui, dans le domaine professionnel et de l'association, si vous utilisez Copilot, il vaut mieux utiliser Copilot, parce que du coup, ça, a priori, ça limite bien à l'environnement de ce que vous faites dans le cadre de l'association. Donc, normalement, il y a une protection là-dessus. Et après, ouais, le problème, ça va être les usages plus perso, où là, chacun va pouvoir l'utiliser comme il le sent. Et il y aura un autre problème qui va arriver à l'avenir, pas si loin que ça, c'est que je pense que sur les téléphones mobiles, vous allez avoir des agents conversationnels. Et là, la maîtrise de ce qui peut être diffusable ou pas va commencer à être compliquée, à mon sens. Ça marche. Eh bien, écoute, pour conclure, je remonte à une remarque de Jean-Louis. Pareil, des fois que si vous ne l'aviez pas déjà eu, ça m'étonnerait, mais je vous inspire pour le programme Cyber for Good, mais qui dit que ce serait intéressant d'avoir une liste de tous les outils disponibles pour générer du texte, des images, des vidéos, des musiques, des Alors, voix, enfin un petit peu en gros selon les usages, les outils qu'il existe, une sorte de cartographie en fait des solutions, ça serait il intéressant. y a déjà, si vous tapez sur Internet, il y a déjà ça. Enfin, Ok. très sincèrement, il y a ça. Moi, je vous invite à ne pas faire comme ça, parce qu'en gros, vous allez être noyé par le nombre d'outils. Parce qu'en gros, aujourd'hui, il existe, je crois que le dernier recensement, c'était 14 ou 15 millions d'outils d'IA sur Internet. Donc, c'est même pas la peine vraiment d'essayer. Et chacun dit qu'ils sont le meilleur. Dans l'idée, encore une fois, je me répète, c'est si c'est pour vous ou pour une association, posez-vous la question des 3 C. Qu'est-ce qui est complexe? Qu'est-ce qui ne me motive pas? Qu'est-ce qui est consommateur en temps? Et ça, cette chose-là, si je l'identifie et répond aux 3 fois oui, là, je vais chercher un outil pour. Je vais chercher l'outil pour, je vais aller chercher l'outil pour répondre à cette tâche, à cette action que je fais en plus souvent, parce que si c'est consommateur de temps, c'est que c'est souvent quelque chose qui est régulier, que je fais régulièrement. Et donc voilà, donc l'idée, vraiment prenez-le plutôt vraiment comme ça en vous disant, est-ce qu'aujourd'hui, dans mon quotidien, il y a des choses qui sont vraiment, vraiment, voilà, répondent aux 3 C. Et à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, s'il y en a une, là, vous cherchez l'outil qu'il faut. Là, vous faites des recherches, vous allez chercher l'outil, vous l'utilisez, et vous regardez si ça vous apporte satisfaction. Oui, mais Parce c'est qu'encore là une où je fois, me dis hein, je pense que c'était peut-être l'idée de la question, mais je pense qu'une cartographie peut oui, simplifier la recherche une fois que tu as identifié, en faisant les choses dans le bon ordre, comme ouais, tu dis. Mais une c'est fois ça. que tu as Dès qu'on identifié le est, besoin, la carto pourrait là, on peut permettre de chercher. dire, OK, mon besoin, c'est lié à la génération de vidéos, machin, et dans ce cas-là, ça me prémâche le travail pour savoir vers quoi Mm. tester. Et des moteurs de recherche comme bah, justement DuckDuckGo ou même Google, mais DuckDuckGo, tout ça permet de faire une recherche. On dit outil d'IA sur telle tâche.
Il va donner une liste d'outils, on peut tester déjà. C'est Donc, il n'y a vrai. pas de souci. Et évidemment, le premier test qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle les généralistes, comme Mistral ou d'autres. C'est le premier test à faire par rapport à la tâche qu'on. Super, eh bien, on va s'arrêter là. On a quand même couvert, pas toutes, mais une bonne partie des questions grâce à ce petit temps supplémentaire pour lequel d'ailleurs vous êtes nombreux à nous suivre jusqu'au bout. Donc, merci beaucoup. Un grand merci, Léonard, pour toutes ces explications, ces exemples, ces ressources que tu vas aussi fournir à nos bénéficiaires dans la foulée. Merci, Giulio, et bon courage pour la dernière ligne droite avant de lancer le programme Cyber for Good dans moins d'un mois désormais. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et au plaisir de vous revoir sur un prochain webinaire, notamment voilà, côté Solidatech le 4 novembre, 14h30 pour les résultats de notre étude. N'hésitez pas à vous inscrire, c'est sur notre page agenda. Bon après-midi à tous, au revoir. Merci à tous.